nous avons vu le danger de ce plafond de verre. Et nous avons proposé un certain nombre de réformes structurelles nous permettant d'atteindre au minimum un rythme de croissance économique de 6 à 7% annuellement, sans aucune discontinuité pendant 20 ans. Ce que certains pays ont réussi à faire, un pays comme la Turquie. Je rappelle que le PIB marocain est inférieur à 140 milliards de dollars. Il est de 133,5 milliards de dollars, donné 2023, au moment où la Turquie, qui a un peu plus de 2 fois la population marocaine, est à plus de 1100 milliards de dollars. Ça montre bien que nous avons besoin de créer plus de dynamique. Le Kenya, par exemple, pays africain, s'approche du PIB marocain parce qu'il a réussi à avoir un rythme de croissance économique annuel de 6% depuis 15 à 20 ans. La même chose pour le Rwanda évidemment partant de très bas. Donc voilà le premier défi économique et social que nous devons solutionner. Le deuxième défi, c'est l'inefficience ou la faible performance des politiques de redistribution. Parce qu'il ne suffit pas de créer de la richesse, encore faut-il la redistribuer. Et de la redistribuer de façon équitable entre les classes sociales, entre les territoires et entre les générations. Et là aussi, nous avons une défaillance puisque les dernières informations statistiques, c'est des connaissances que nous avons de façon assez approximative dans notre pays parce que nous ne mesurons pas de façon directe la richesse nationale par couche sociale, mais nous essayons de l'approcher dans nos statistiques nationales à partir du niveau de la consommation, considérant que le niveau de consommation peut être considéré comme étant un indicateur de niveau de la richesse. Or, ce que nous constatons, c'est que les 10% des couches sociales les plus riches ont 11 fois de richesse, 11 fois plus de richesse que les 10% les moins aisés. En réalité, c'est beaucoup plus. Ce qu'on mesure, c'est le niveau de consommation. Comme on constate que nous avons dans notre pays 4,5 millions de NEETs, c'est-à-dire des Marocaines et des Marocains qui ne sont ni en éducation, ni en formation, ni en activité professionnelle. 4,3 millions de NEETs âgés de 15 à 34 ans. Et si on resserre la tranche d'âge, 15-24 ans, c'est 1,5 million. C'est un enjeu majeur. Et c'est un enjeu qui est lié aussi à l'économie sociale et solidaire parce que ce tiers secteur qui intervient dans l'économie sociale et solidaire peut être un échappatoire pour l'élite. Écoutez, le recensement est un moment important dans la conduite des politiques publiques parce que c'est une opération qui permet d'éclairer davantage les effets, les répercussions des politiques publiques qui ont été déjà menées par l'État et qui permet évidemment de corriger en cas de besoin et de rectifier et d'orienter les décisions de politique publique. Le précédent recensement a eu lieu en 2014 et on avait estimé la population marocaine autour de 34 millions de personnes. Le dernier recensement qui vient d'avoir lieu au cours du mois de septembre dernier a abouti à un résultat assez surprenant, je dois l'avouer. Nous serions 36,8 millions de Marocaines et de Marocains. Je m'attendais à davantage, pour être franc, puisque l'horloge démographique statistique, j'allais dire mécanique du HCP donnait 36,7 et le recensement physique, le recensement opérationnel sur le terrain a donné un résultat très proche, 36,8. On va dire autour de 37 millions de Marocaines et de Marocains. Donc voilà la première conclusion. Maintenant, j'attends d'avoir l'étude et les publications détaillées du HCP concernant ce recensement pour voir en réalité les comportements en termes de pouvoir d'achat, en termes de consommation, en termes d'épargne, en termes de revenus de nos concitoyens pour pouvoir identifier les couches sociales qui ont le plus de besoins spécifiques, les territoires qui sont moins privilégiés en termes de niveau de développement. Donc il faut attendre la publication détaillée, le traitement de toutes ces bases de données qu'on a pu recueillir à l'occasion de ce recensement
pour pouvoir ensuite en tirer toutes les conclusions et rectifier le cas échéant des politiques publiques à la fois au niveau national et au niveau territorial. Le projet de généralisation de la protection sociale s'inscrit dans une vision plus globale qui est la vision de l'État social. C'est un projet royal qui est porté par Sa Majesté le Roi et qui en supervise la mise en œuvre. Alors, si le projet royal de l'État social est un projet transformateur pour la société marocaine, si ce projet a vocation à transformer le Maroc, à faire en sorte que tous les Marocains soient protégés par l'État, il n'en demeure pas moins que la mise en œuvre de ce projet stratégique par le gouvernement actuel présente des limites majeures. Des limites au niveau du versement des aides sociales. Une partie de nos concitoyens ont été exclus de l'aide sociale à cause d'un critère qui est fortement discutable. Beaucoup de gens qui sont fragiles, qui sont vulnérables et qui méritent l'aide de l'État ont un indice qui est supérieur à 9,7 et donc sont exclus du système alors qu'ils sont tout à fait légitimes à en bénéficier. Le système également de la protection contre les risques de maladie, et donc ce qu'on appelle le système de l'AMO Tadamon, a également exclu une partie non négligeable des Marocains alors qu'ils sont tout à fait éligibles. Je rappelle que l'ancien système Ramed couvrait 18,4 millions de Marocains alors qu'aujourd'hui AMO Tadamon c'est 11,3 millions de Marocains. Nous avons pratiquement 7 millions de personnes qui ont été exclues du régime d'AMO Tadamon et qui sont dans le régime AMO des travailleurs non salariés et qui n'ont pas la possibilité, n'ont pas les moyens d'assurer leurs cotisations. Tout cela constitue malheureusement des frottements, des frictions, des contraintes, des difficultés dans la mise en œuvre par l'équipe gouvernementale. Et j'appelle évidemment les membres de l'exécutif à revoir un peu les procédures, les critères, les modalités de mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale pour que l'État social soit une réalité pour tous nos concitoyens et pas simplement pour une partie de nos concitoyens. Maintenant, lorsque nous aurons, j'espère que le gouvernement aura corrigé ces failles, ces lacunes, il y a lieu de s'interroger sur la soutenabilité de nos finances publiques et la durabilité, la pérennité du financement de l'État social. Alors aujourd'hui, il y a 3 grandes sources de financement. C'est d'abord la déconstruction de la caisse de compensation, c'est ensuite l'institution d'un impôt de solidarité sur les bénéfices et les hauts salaires, et enfin, c'est le recours à l'endettement. Alors que normalement, si on veut réellement assurer la pérennité du financement de la réforme de la protection sociale, il faudrait que les sources de financement proviennent des deux premières sources que je viens de citer, c'est-à-dire la déconstruction de la caisse de compensation et l'impôt de solidarité sur les bénéfices et les hauts revenus. Mais la troisième source ne doit pas être le recours à l'endettement, mais plutôt une véritable réforme fiscale qui permettrait d'élargir l'assiette de l'impôt et d'augmenter considérablement nos recettes fiscales parce que nous avons un potentiel d'augmentation de nos ressources fiscales qui est encore largement inexploité. Mais pour cela, il faudrait prendre un certain nombre de décisions de réforme fiscale qui malheureusement tardent à venir. Enfin, le Maroc est inclusif. Un Maroc inclusif, c'est-à-dire un Maroc qui ne laisse personne aux côtés de la route et qui fait que de la promotion de la solidarité nationale une priorité absolue au même titre que la performance économique ou le développement des énergies renouvelables ou le positionnement dans les chaînes de valeur mondiales. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'économie sociale et solidaire. Dans le Maroc inclusif, il y a d'autres dimensions que je vais simplement effleurer. Il y a toute une série de réformes proposées pour renforcer l'autonomisation des femmes et renforcer leur rôle actif dans l'activité économique, parce qu'il n'y aura pas de développement du Maroc sans l'intervention massive des Marocaines dans la sphère économique. Je rappelle que leur
taux d'activité, il est de 19%. Le taux d'activité national est de 44%. Le taux d'activité des femmes est de 19%. Le nouveau modèle de développement, s'il était mis en œuvre, a vocation à porter le taux d'activité des femmes à 30%. Et donc il faut vraiment que cette idée soit ancrée à la fois dans la tête des citoyens, j'allais dire davantage dans la tête des décideurs politiques. Il n'y aura pas de développement économique et social du Maroc sans une intervention massive des femmes dans la création de richesses, d'où la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de politiques pour accorder la parfaite égalité des droits aux hommes et aux femmes, ce qui nécessite de revisiter les lois, de revisiter un certain nombre de dispositifs. Vous savez que Sa Majesté est en train de faire évoluer la Moudouana. Nous sommes, je pense, dans les derniers moments de cette évolution et elle est de nature justement à s'inscrire dans cette dimension, dans le respect évidemment des constances de la nation, des dispositions constitutionnelles et d'une lecture contextualisée des croyances et des préceptes religieux. Deuxièmement, les jeunes doivent être au cœur du dispositif de développement de notre pays, en particulier ceux qui sont en situation de souffrance, les 4,5 millions de NEETs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a toute une série de réformes qui sont proposées dans le nouveau modèle de développement à ce titre.